Madame, Monsieur, bienvenue à votre Metro News Magazine du week-end. 2029, c'est le nombre de candidats enregistrés pour participer aux élections législatives qui auront lieu le 9 août prochain. L'actualité est aussi dominée par le tribunal criminel, sans assistance de jury, qui a déclaré non coupable Woodley Etehard, alias Samson de la Familia, et Renel Nelfort, dit Renel le Récif, et ordonné leur libération. Un autre sujet, c'est ce 5e sommet sur la finance et la technologie appliquée qui a été organisé par le groupe Croissance et qui a eu lieu également cette semaine. Le service de l'immigration et de l'émigration qui accumule un sérieux retard dans la livraison de passeports. Et dans l'actualité culturelle, le Bureau haïtien du droit d'auteur qui a réalisé plusieurs activités dans le cadre de la semaine de la propriété intellectuelle. Mais d'abord, nous allons parler de 2029, car c'est le nombre de candidats inscrits pour participer aux élections législatives du 9 août sur tout le territoire. 262 sénateurs, 1767 députés se sont fait enregistrer. Les principales formations politiques ont par exemple désigné des candidats pour la majorité des sièges à pourvoir. Il faut dire aussi que les femmes ne représentent que 9%. Au BED de l'Ouest 1, sur la route de Frères, c'était la cohue. Et parmi les personnalités remarquées, nous allons citer par exemple la première dame de la République, Sophia Martelly, qui est candidate au Sénat pour le département de l'Ouest. Nous avons pu voir aussi Annette Auguste, Jean-Renel Sénatus, ancien commissaire du gouvernement, ainsi que Jean Tolbert Alexis. Nous avons vu Alix Didier Fils-Aimé, président de la Chambre de commerce, et le chanteur Antonio Cherami, plus connu sous le nom de Don Cato, pour ne citer que cela. Et les postulants à la députation aperçus sont Caleb Desrameaux, Paul Villefranche, Luc Mandelil et Jerry Tardieu, entre autres. Accompagnés de bandes de rara, les partisans et les sympathisants des candidats ont carrément tenté de se faire remarquer alors que la campagne ne doit s'ouvrir qu'en juin prochain, suivant le calendrier électoral. Désormais, ce sera donc à la direction des affaires juridiques d'examiner minutieusement les dossiers. C'est un processus qui durera 3 jours. Il faut rappeler que 1560 sièges sont à pourvoir. Outre pour le chef de l'État, les Haïtiens devront élire au suffrage universel direct 20 sénateurs, 119 députés, 570 cartels municipaux et tout autant pour les AZEC et les CAZEC. Autre sujet d'actualité, c'est la libération de Samson la Familia et de Renel dit le Récif qui a généré un véritable scandale dans l'opinion publique. Le Core Group, les organisations de droits humains, le département d'État américain, le barreau de Port-au-Prince, les partis politiques, même l'homme de la rue ont tous protesté contre cette décision. Cette semaine, le nouveau commissaire du gouvernement, Maître Klamé Oknam Dameus, fraîchement nommé, a déposé un pourvoi auprès de la Cour de cassation suite à la décision de Maître Lamar Bélizaire de libérer ces 2 individus accusés d'enlèvement, suivi de séquestration, d'assassinat, de trafic illicite de stupéfiants, de vol de véhicules, de détention illégale d'armes à feu, de faux d'usage de faux, d'usurpation d'identité et blanchiment des avoirs, sans oublier association de malfaiteurs. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous recevons le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, pour plus d'éclaircissements. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir Anne Daphné, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Merci d'avoir accepté notre invitation à Metro News Magazine du week-end. Le plaisir pour moi pour être sur le plateau avec vous. On va vraiment parler, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va parler de l'actualité brûlante. On sait que cette semaine était vraiment marquée par l'élargissement de Samson la Familia et de Renel le Récif. Ça a suscité beaucoup de réactions de tous les secteurs. Est-ce que c'est suite à ça que le gouvernement a décidé le pourvoi en cassation? Bon, il faut dire, moi comme ministre de la Justice, j'ai été informé dans l'après-midi d'une décision qui aurait été rendue par le tribunal de première instance de Port-au-Prince concernant ce dossier dont vous avez cité. Et tout de suite, mon attention a été attirée et j'ai appelé le commissaire du gouvernement pour savoir de quoi il s'agissait. Et bien avant,
au niveau des médias, il y avait eu vent que les procédures n'étaient pas correctes, etc. Mais j'avais eu des informations parcellaires sur ce dossier. Et tout de suite, quand je me suis informé sur la situation, et mon attention a été attirée sur le fait qu'il y aurait beaucoup d'erreurs de procédure dans ce dossier. Effectivement, en fouillant, j'ai dû me rendre compte qu'il y avait des choses à clarifier. Et tout de suite, j'ai réuni mon staff pour analyser au regard de la loi qu'est-ce qui a été fait dans ce dossier. Je ne connaissais pas le dossier en fond, parce que ordinairement, au niveau du ministère de la Justice, nous donnons les grandes lignes à suivre par rapport à la politique pénale du gouvernement. Sur un dossier particulier, nous n'intervenons pas nécessairement. Et dans ce dossier, il nous a été donné de constater qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui ont été produites. Et voilà pourquoi, de vendredi soir, samedi matin, nous avons eu une réunion et nous avions décidé de convoquer le commissaire du gouvernement et les 2 substituts qui avaient siégé à l'occasion de ce procès. Donc ça s'est fait tout de suite, quoi, finalement. Tout de suite, vendredi soir, samedi, dimanche, nous avions travaillé sur le dossier. Et quand nous avons vérifié effectivement qu'il y avait des erreurs de procédure, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait non seulement des erreurs, mais des fautes. Et nous avons jugé de faire 2 choses. D'abord, sanctionner le commissaire du gouvernement qui est responsable du parquet et de ses substituts. Et nous avons estimé que, puisque le gouvernement était en désaccord par rapport au traitement qui a été fait de ce dossier et à la décision qui a été prise, il ne nous restait qu'une seule voie que d'exercer un pouvoir de cassation, puisqu'il s'agissait du tribunal criminel sans assistance de jury. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une décision, vous allez devant le tribunal supérieur, et c'est ce que nous avions fait. Donc finalement, moi je savais que le juge était... bon, il juge, hein, il est là, et quand il est en torge et qu'il donne une décision, on ne peut pas changer ça. C'est donc faux. En principe, le juge est souverain appréciateur lorsqu'il entend une affaire. Il a 2 guides, sa conscience et la loi. Donc la loi est là, le juge doit respecter la loi, et sa conscience, c'est son intime conviction. Après avoir entendu une affaire, il décide selon ce qu'il comprend. Donc voilà pourquoi sur le fond de l'affaire, nous n'avons pas à nous prononcer sur le fond de l'affaire. Mais nous estimons, le commissaire du gouvernement, ministère public, chargé de représenter la société et qui travaille sous l'obédience du ministère de la Justice, n'a pas traité le dossier techniquement tel qu'il aurait dû le faire. C'est ça que j'ai entendu à plusieurs reprises. Ce dossier a été maltraité. C'est quoi, finalement? Qu'est-ce que ça représente en termes juridiques, maltraité? Premièrement, l'État met beaucoup de ressources à la disposition de la justice et particulièrement du parquet pour exercer la poursuite. Ça devrait être très rare qu'un ministère public qui travaille dans la poursuite, conjointement avec le juge d'instruction dans la poursuite d'une affaire, pour arriver à un dossier aussi important où il devrait renoncer à l'accusation publiquement. Ça veut dire quelque part, il y a un élément que vous n'avez pas fait. Qui n'a pas été. Deuxièmement, tenant compte de l'ampleur du dossier et de l'importance que nous accordons à la lutte contre la grande criminalité, nous comprenons très mal que le ministère public s'est présenté à l'audience et a décidé de renoncer à l'accusation. Je veux croire qu'il y a un minimum d'indices qui auraient permis au ministère public de soutenir l'accusation. Naturellement, il appartiendrait au juge d'avoir le dernier mot. Donc à ce niveau, nous estimons que le ministère public n'a pas exercé convenablement son rôle. Deuxièmement, après, quand nous avions eu le dossier, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de procédure, de délais, etc. Ce sont des choses minimales que tout avocat devrait savoir. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau, au niveau professionnel, nous avons estimé qu'il y a faute. Voilà pourquoi, dans la ligne que nous avions tracée au niveau du ministère de la Justice, nous estimons que le commissaire n'avait plus sa place. Et voilà pourquoi nous avons décidé de procéder à ça. Mais il n'y a pas que le commissaire qui a été... Bon, et dans on ne dit pas, il n'a pas été limogé, ça n'existe pas en fait. Mise en disponibilité. Non, il a été limogé parce qu'au départ, et moi personnellement, j'ai interrogé les 3. D'abord, le commissaire du gouvernement qui était... Le gouvernement a le droit de limoger? Et au niveau du parquet, oui, parce qu'ils ne sont pas inamovibles. Il est beaucoup plus difficile pour un juge qui a le droit à faire une carrière
Un fonctionnaire ordinaire, oui, mais pour ce qui s'agit du commissaire du gouvernement, la loi prévoit. Mais c'est autre chose, mise en disponibilité. On peut le limoger, et c'est aussi. prévu par la loi. Le commissaire du gouvernement est assis sur une chaise injectable. Ah, bon, de toute façon, ce n'est pas le cas de Lamar Bélisaire, parce que je l'ai vu, hier il siégeait, donc il n'a pas été... Les juges en général relèvent non seulement de la compétence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mais ils bénéficient de l'inamovibilité. Et si vous n'êtes pas d'accord avec une décision que rend un juge, le juge, une fois qu'il rend la décision, il est dessaisi. Mais naturellement, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a une compétence en matière de discipline. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est habilité à regarder si le juge s'est comporté au regard des questions d'éthique et de déontologie. Et là, ça ne relève pas de ma compétence, ça relève exclusivement de la compétence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est pas à cause de ce tollé général que vraiment on a limogé le juge. En fait, on n'a pas entendu, la décision a été arrêtée dimanche. Et ça s'est produit, vendredi dans l'après-midi. Moi, je l'ai su 4h30, 5h. Donc, moins de 48 heures plus tard, ceci a été fait. Donc, vous savez, les médias, tout ceci, en fin de semaine, c'est moins rare. Moi, j'ai pris mes responsabilités par rapport à ce dossier et tout le gouvernement est derrière moi dans la décision que j'ai prise. Je sais qu'il y a une enquête qui a été ouverte sur cette affaire, hein, sur ce dossier. Une enquête a été ouverte et bon, l'Iboco finit. C'est pas refermé. Est-ce que... il n'y aurait pas une main qui serait glissée sous la table, il n'aurait pas été question de pot de vin, par exemple, et si c'était le cas? Bon, vous savez, il est difficile d'établir la question de pot de vin. La question de pot de vin, les corrupteurs et les corrompus, ils font beaucoup d'attention pour qu'ils ne se font pas prendre facilement. Mais tandis que la faute administrative, on est capable de l'établir facilement. Par exemple, dans ce dossier, je peux vous dire que les délais n'ont pas été respectés. Les délais, c'est une question de jours. Si vous devez attendre mardi, vous le faites lundi, on n'a pas besoin d'aller chercher pour établir ceci. Et je suis habilité à prendre. Mais si quelqu'un vous a dit vous avoir donné 10 000 gourdes, je n'étais pas là, je ne peux pas savoir. Il vous appartient, lui, et vous de savoir. C'est encore beaucoup plus compliqué. Maintenant, les gens qui ont suffisamment d'éléments pouvant établir, ils doivent travailler avec la justice, avec ses limites et ses faiblesses. La justice aujourd'hui, je dois reconnaître, est très décriée. Et moi, comme ministre de la Justice, je ne suis pas du tout fier de la réputation qu'a la justice aujourd'hui, parce que le gouvernement est là pour travailler pour les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens n'ont pas confiance en la justice. Et je pense que ce qui vient de se passer ne peut pas contribuer à encourager les gens à avoir la confiance en la justice. Mais c'est une chaîne. Chacun doit assumer ses responsabilités. Quant à moi, j'ai assumé mes responsabilités et je vais continuer à les assumer. C'était justement ma question. Est-ce que justement ce scandale-là n'a pas remis en question l'indépendance de la justice? La justice, au contraire, c'est ce qui protège les citoyens. L'indépendance de la justice protège les citoyens. Mais cette indépendance, elle ne peut pas être seulement une indépendance politique au regard de l'exécutif qu'on accuse à tort parfois de l'ingérence, quel que soit l'exécutif. Mais l'indépendance doit être aussi l'indépendance contre toute force, contre des forces de la drogue, de religion, d'idéologie. Donc, ça doit être une indépendance de toute force extérieure à la justice elle-même. Ça ne peut pas se résumer à une indépendance du pouvoir d'État ou bien du pouvoir du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne qui pense pouvoir utiliser la justice quand elle est au pouvoir, demain, quand vous ne l'êtes pas, on va l'utiliser contre vous. Voilà pourquoi on n'a pas intérêt à utiliser la justice. Du moins, moi... À tort et à travers. À tort et à travers. Quand la justice est indépendante, elle protège les citoyens. Ces deux hommes-là, si jamais le jugement, la Cour de cassation les reconnaît coupables? La Cour de cassation n'a pas pour vocation de reconnaître la culpabilité ou l'innocence. La Cour de cassation, c'est une cour supérieure qui est appelée à vérifier est-ce que les procédures ont été respectées. Et si les procédures n'ont pas été respectées, comme c'est le cas? La Cour de bon, c'est la Cour qui dit là. Nous pensons que c'est le cas, mais le dernier mot revient à la Cour. Chacun peut avoir son opinion. Et si jamais la Cour déciderait de casser la décision, il faut revenir à la décision en elle-même pour voir quels sont les éléments d'application, comment on va l'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Il faut revenir, écoute, il appartient aux autorités judiciaires, véritablement les commissaires du gouvernement, les juges, la police, de regarder est-ce que, par exemple,
cette décision avait ordonné l'arrestation ou non, quels sont ceux qui mériteraient d'être arrêtés, quels sont ceux qui étaient en tôle. Mais ça, vraiment, il relève de la compétence des autorités de poursuite et de police. Au niveau de l'exécutif, nous n'avons pas d'état d'âme sur cette question. Ça va dépendre du jugement qui va être porté de la décision. Qui est-ce qui va émettre ce jugement-là? Comment? Qui va émettre ce jugement? Est-ce qu'ils sont vraiment... Il y a déjà une décision qui a été prise. Oui, il y a au moins deux. Oui. Il y a une ordonnance qui a été rendue par le juge d'instruction, une ordonnance de renvoi qui devrait permettre au tribunal criminel. Mais selon toute vraisemblance, sans vouloir influencer le travail des honorables juges de la Cour de cassation, selon toute vraisemblance, la procédure n'a pas été respectée pour mettre en état le tribunal pour écouter l'affaire. Mais ce n'est pas à moi de le dire, ça c'est une opinion, c'est la Cour qui décidera véritablement est-ce que le ministère public qui a exercé le pouvoir a raison ou non. Maintenant, il faut attendre. Le président ne dit jamais rien concernant la justice? Il ne donne pas son opinion? Il ne vous dit rien? Le président a une responsabilité, comme président de la République, de prendre les mesures pour redresser la justice. Mais je peux vous assurer, le président est tout aussi préoccupé comme les citoyens. Lui aussi, dans certains dossiers, il a fait les frais de la justice. Bon, mais voilà, qui a répondu à notre question. J'espère que les gens ont compris maintenant ce qui se passait. J'espère avoir été à la hauteur des attentes. De toute façon, moi j'ai compris. J'ai compris. Merci d'avoir été avec nous ce soir maintenant. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Hein. Merci, au plaisir et à bientôt. Allez, au revoir. Bye bye. Voilà ce qui nous amène à parler du 5e sommet sur la finance et la technologie appliquée organisé par le groupe Croissance de Kestner-Farel qui s'est tenu à l'hôtel Caribé cette semaine. Des membres du gouvernement ainsi que du secteur privé ont profité de cette plateforme pour sensibiliser les participants autour de la faiblesse qui existe dans l'exportation en Haïti. Plusieurs personnalités ont été honorées par le groupe Croissance et sont entrées, par exemple, dans le panthéon de la finance. Le banquier Adrien Castra, qui est le 2e vice-président de la Unibank. Est aussi entré Jean-Philippe Prosper, vice-président de la Société financière internationale, et Claude Pierre-Louis, directeur général de la Sogebank, distingué pour son leadership et pour sa contribution au développement du secteur bancaire haïtien. Il faut noter que la Sogebank fête ses 29 ans ce 26 avril. BRH et le groupe Croissance, Sommet international de la finance, Haïti 2015, 5e édition. La Banque de la République d'Haïti, BRH, et groupe Croissance SA. Honneur et mérite à Jean-Marie Claude Pierre-Louis pour son leadership et sa grande contribution au développement du système financier haïtien au cours des 4 dernières décennies. Après ces propos plus que généreux du gouverneur, je ne peux faire qu'une seule chose. Décliner le mot merci à tous les temps et à tous les modes. Je remercie sincèrement d'abord la Banque centrale et le groupe Croissance d'avoir institué ce rendez-vous annuel du monde de la finance qui permet, entre autres, de célébrer sur une base régulière les parcours méritoires de certains professionnels de la finance. Je dédie ce soir, en tout premier lieu, cette prestigieuse distinction aux membres de ma famille actuellement à l'étranger qui malheureusement n'ont pas pu faire de déplacement. Je la dédie également aux membres des différents conseils d'administration du groupe Sogebank qui m'ont toujours apporté un soutien indéfectible avec une pensée spéciale pour mes jeunes collègues du conseil d'administration de la Sogebel. Cette distinction, je la partage également avec tous mes collègues et collaborateurs du groupe Sogebank, ainsi
qu'avec mes anciens collaborateurs et collègues de la Banque centrale qui m'ont toujours témoigné et me témoignent encore beaucoup d'affection. Je remercie également mes collègues de l'Association professionnelle des banques de leur grande appréciation 1000 fois démontrée, plus spécialement Maxime, j'espère ne pas faire de jaloux, Vladimir et Jacqueline. Chers collègues de l'APB, cette célébration est également la vôtre. Dans le déroulement de ma carrière professionnelle, mise à l'honneur ce soir, 3 moments précis ont constitué des points d'inflexion importants qui ont pratiquement défini le segment suivant de mon parcours professionnel. À chacun de ces moments est associée une personnalité qui concrétise pour moi le concept du bon samaritain. Je faillirais à un devoir de mémoire si je ne reconnaissais pas ce soir l'influence positive de ces personnalités sur le cours de ma carrière professionnelle. Qu'on me permette de procéder par ordre chronologique pour ne pas donner l'impression d'attribuer une hiérarchie quelconque entre des actions d'égale importance selon mon humble avis. Je citerai d'abord l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Boniver Claude, je ne sais pas s'il est présent dans la salle, qui a donné tout le support nécessaire aux responsables de son cabinet technique, lui permettant ainsi de s'affirmer à une époque très difficile de la vie nationale. Mille merci, M. Boniver Claude. Le deuxième moment a trait à mon départ du secteur public vers le secteur privé, où mon ami et collègue d'alors, Charles Castel, a eu à faire face à un dilemme quasi cornélien, suite à certaines divergences de vues entre mon patron, le gouverneur de l'époque, et moi-même. Charles a tenté, malheureusement sans succès, de trouver un terrain d'entente entre ces deux amis. Ainsi, je me l'appellerai toujours, un soir de février 1997, j'ai reçu un appel de mon ami Charles qui me disait simplement: Claude, je viens d'avoir une conversation avec le gouverneur. Les différences me paraissent irréconciliables. Ne tombe pas dans le piège de ton attachement viscéral à la Banque centrale. Va faire valoir tes talents dans le secteur privé. Le lendemain, mentalement, j'étais déjà parti de la BH. Charles, je te remercie encore aujourd'hui de cette franchise salutaire. Le troisième moment a trait à la réussite de ma délicate intégration dans le groupe Sogebank. À cette occasion, Guy Rivière, présent dans cette salle, je suppose, il est là, m'a spontanément offert son amitié et son support pour guider mes premiers pas dans les couloirs de la riche culture Sogebank, avec sa courtoisie et son habileté exemplaire. Monsieur Rivière, je veux témoigner ce soir de ma profonde gratitude
pour cette aide précieuse et désintéressée. Je salue l'entrée dans la galerie d'honneur de la finance haïtienne de mon collègue et ami Adrien Castra, à qui je présente mes sincères félicitations. De mon côté, je considère cette prestigieuse distinction comme un encouragement à poursuivre ma quête inassouvie de l'excellence dans le champ de mes activités professionnelles et à demeurer tant soit peu l'avocat opiniâtre de l'amélioration de la gouvernance, également au niveau des entreprises du secteur privé haïtien. Merci. Deux autres personnalités ont été honorées. Il s'agit de l'entrepreneur Pierre Léger et de l'exportateur Kobi Almédor. Il faut ajouter qu'au cours de ce sommet, le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, a fait une déclaration tonitruante ayant indiqué que l'élite haïtienne se comporte comme des passagers d'un avion qui sont assis en première classe et qui ne s'inquiètent pas d'une bombe se trouvant en classe économique. C'est un sujet à réfléchir. Seules les personnes en situation d'urgence peuvent faire la demande de passeport auprès des services de l'immigration. C'est une situation qui est essentiellement due à la rupture de stock de livrets, mais il faut ajouter que le ministre de l'Intérieur, le docteur Ariel Henry, a annoncé que d'ici le début du mois de juin, le problème sera résolu. Ce qui n'a quand même pas manqué de susciter la grogne des citoyens. Parce que livret n'est pas fait en Haïti. Livret est fait en Allemagne, parce que les gens qui font passeport, c'est compagnie qui fait passeport, c'est compagnie spécialisée. Compagnie spécialisée en Allemagne. Et pour le faire passeport, il faut produire tout élément passeport. Il y a des éléments de sécurité, il y a un papier pour le produire. Et donc, ça prend un petit temps. Au niveau de compagnie, pour arriver à produire passeport, ils disent nous qu'il y a besoin de 4 à 6 mois. À force de négociation, de pression, ils arrivent à monter une chaîne de production qui fait que vers la fin du mois de mai, début du mois de juin, là, nous avons livré en quantité pour permettre de nous servir toute population pendant au moins 1 an. Nous prenons des décisions, un certain nombre de décisions pour que ça ne retourne aussi. Ça nous prend l'effet, nous prenons le prochain commandant, processus pour un prochain lot de livret, nous avons commencé dès cette année pour que en 20 janvier, nous sommes capables de commande que nous n'avons jamais dans rupture de stock. Dans le cadre de la Semaine de la propriété intellectuelle qui se tient jusqu'au 26 avril, le Bureau haïtien du droit d'auteur, qui a réalisé plusieurs activités, a aussi procédé à la signature de protocoles d'accord avec plusieurs entités dans le cadre du respect des œuvres des artistes haïtiens. Le respect du droit d'auteur n'est peut-être plus une illusion en Haïti. Les actions se précisent de plus en plus, à en croire la directrice du Bureau haïtien du droit d'auteur, BHDA. En fonction depuis 2007, l'institution tente enfin de s'imposer et de garantir le droit des artistes en protégeant leurs œuvres. Quelques actions, quoique isolées, tendent aujourd'hui à prouver la détermination des autorités en ce sens. Emily Prophète est directrice du BHDA. Il y a 2 semaines, le Nouvelliste payé site Il en Île parce que Nouvelliste est utilisé en pile photo que le prend sous site là, Nouvelliste payé. Télévision nationale arrive résoudre un conflit avec Rénal Delerme, peut-être il était diffusé en film ni sans pas de autorisation. Cette semaine de la propriété intellectuelle a été l'occasion pour le BHDA d'annoncer la signature de plusieurs accords visant à établir effectivement le respect des droits d'auteur sur le territoire. Désormais, Haïti est membre de l'Association of Caribbean Copyright Societies, un pas important selon Emily Prophète,
surtout à un moment où le pays s'apprête à recevoir le Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta. Les amis caribéens sont très tenus à la question de droit d'auteur là, ils ont bien raison. Et puis l'autre grande annonce nous fait, c'est cadrage nous fait avec Digicel pour et artistes, créateurs que Digicel utilise œuvre pour comme sonnerie dans téléphone yo, pour Digicel et payer BHDA pour BHDA lui-même payer créateur ça. Si le BHDA commence à compter ses réalisations, les artistes de leur côté attendent toujours du concret. Roosevelt Saillant, alias BIC, qui salue les efforts déjà consentis, ne se réjouit pas encore des avancées. Les lois sont encore quasi inexistantes, regrette le compositeur de Tikalkil. BIC invite les artistes à déclarer leurs œuvres au BHDA, mais incite parallèlement les autorités à travailler pour gagner la confiance du secteur culturel. Je crois que c'est la loi qui peut appliquer. Et puis à tout artiste, il faut être conscient que vous faites Simon Baptiste. C'est un qui simple. Vous faites œuvre là, ou aller déposer œuvre en côté. Nous avons un BHDA qui est là pour régler ça. Voilà, ces œuvres là, c'est œuvre liées. Ils peuvent venir déclarer. Donc je crois que tout artiste doit comprendre que c'est dans l'intérêt que ça est. Ce 23 avril qui ramène la journée du livre et du droit d'auteur, le BHDA et la Direction nationale du livre ont réactivé un accord de partenariat qu'ils avaient signé en 2012 permettant au BHDA d'avoir des cellules dans les centres de lecture de la DNL. Une initiative saluée par Franz Carly Jean-Michel, directeur de la DNL, qui croit qu'un meilleur futur pour Haïti passe par la lecture. Nous sommes donc arrivés à terme de cette édition de magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.